Bienvenue à tous à cette conférence qui porte sur l'exposition qui a lieu jusqu'au 25 janvier 2026 au musée Jacques Marandré et concernant Georges de la Tour, l'un des immenses peintres du XVIIe siècle français et pas seulement français, un des plus grands peintres tout court de l'histoire de la peinture. Georges de la Tour, c'est un peintre qui est très apprécié, qui est assez facile d'accès. Euh, et donc, vous savez peut-être qu'il a été redécouvert au XXe siècle, après quelques centaines d'années d'oubli, assez étonnant. Mais c'est comme ça, c'est arrivé à d'autres grands peintres, c'est arrivé à Vermeer, c'est arrivé à d'autres encore. Et donc, il a fait l'objet d'une redécouverte au XXe siècle. Les expositions consacrées à ce peintre sont rares. La dernière date de 1997, c'était au Grand Palais. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. C'était une immense exposition. L'exposition du musée Jacques Marandré est plus réduite, mais elle contient quand même plus d'une vingtaine d'œuvres de Georges de la Tour, ce qui représente la moitié du corpus d'œuvres existant de ce peintre. Je vais vous proposer maintenant de commencer par observer une œuvre qui se trouve dans l'exposition. C'est une des œuvres emblématiques de Georges de la Tour. Elle fait partie des premières œuvres qui lui ont été réattribuées au début du XXe siècle par l'allemand Hermann Voss, puisque c'est à cet homme qu'on doit la reconstitution du corpus d'œuvres du peintre. C'est un tableau qui est à Rennes et nous allons l'observer en silence pendant 3 minutes. Si parmi vous, il y a des personnes qui viennent pour la première fois, eh bien, c'est tout simple, c'est assez exigeant. Il y a un seul tableau au monde, c'est celui que vous avez en face de vous, et vous avez 3 minutes de pure contemplation de cette œuvre. C'est parti.
C'est trop peu, 3 minutes de silence face à cette œuvre. Mais on va les interrompre quand même. Et je vais interroger plusieurs personnes. Ce qui m'intéresse, c'est l'élément précis qui vous a marqué dans cette œuvre. Et je vous invite à vous exprimer de manière brève et précise. Est-ce que Anne veut bien commencer? Oui. C'est l'expression de la Vierge, la manière dont elle tient son enfant. J'ai l'impression elle a l'air un peu ahurie. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs qui compléteraient pour vous le mot ahuri? Moi de répondre? Oui? Ah bon? Euh, un adjectif? Non. Ok. Ouais. Merci. Corinne. Qui me frappe, c'est l'enfant qui est une momie vivante. Et je D'accord. suis frappée par le nombre de ceintures. La ceinture nouée de la Vierge Marie, elle est tordue, torsadée. Ah, voilà. Et celle de la femme à côté, qui est plus simple. Et j'avais jamais remarqué les petites roses qui sont sur le bord du col de la Vierge Marie. Donc, ça en dit long pour moi, sur la prière du chapelet. Voilà. Ok, merci. Dominique Babary. Moi, je suis frappé par l'origine de la lumière. Je ne sais pas bien comment identifier la source, euh, l'éclairage qui est de cette façon produit. Et Alors, bah, écoutez, je vais vous aider tout de suite. La femme qui est à gauche tient ici une bougie avec ses doigts qui sont là, et la flamme est derrière sa main. Donc la source de la lumière est cachée. Et vous voyez uniquement son impact, particulièrement ici, et puis de ce côté-ci, là aussi. Et vous vouliez dire une deuxième chose, Dominique? oui, c'était sur le visage des deux femmes. Et alors, je ne qualifierais pas d'ahuri, mais une sorte de méditation intérieure inspirée par la situation. Ok, merci. Françoise, barre d'espace, n'oubliez pas. Geneviève Dupanloup. Tout est très épuré. Le, il y a une très grande simplicité enfin, dans le trait, dans le. Est-ce que vous pouvez préciser des éléments qui sont épurés? Si vous voulez, le vêtement de la Vierge, même le dessin du visage, euh, tous les traits, tous les vêtements, si vous voulez. Les vêtements, c'est. euh, est-ce que, est-ce que le vêtement, justement, de la Vierge n'est pas lisse, mais. euh, Oui, on sent une texture. Ok, merci beaucoup. Mireille Dorizzi, Odile, qui a un Voilà, iPad. ça y est, j'ai Ah, Mireille, arrivé. allez-y. Moi, j'ai été étonnée par la composition, quand même, cette femme de profil qui cache la flamme, la mère de face, et puis quand même la flamme qui n'éclaire qu'à un seul niveau vraiment très fort. Le chapeau de l'enfant, son vêtement du haut, en face, le haut du linge, et puis la poitrine de la femme. Oui, oui, Et oui, les c'est autres sont dans la les deux zones les pénombre. plus éclairées, c'est la poitrine et la tête ici. Oui. Et les visages sont assez dans la pénombre. Donc on est dans Oui. le mystère, on rentre dans un mystère pour moi, enfin. Et oui, il y a toute cette pénombre qui va avec ce mystère qui est l'objet peut-être de la méditation de ces femmes. Mais pas seulement de la méditation, je dirais, c'est plus large, hein. Alors, encore une personne, puis après les autres, vous inquiétez pas, vous parlerez. Isabelle de Barochet.
Ah, j'ai cru que je pouvais parler l'iPad. Allez-y. Oui, je voulais dire que le côté ahuri, pour moi, c'était plus, enfin, le ressenti que j'ai, c'est, je sens la maman gauche, ou en tout cas interrogatif probablement sur la suite, et j'ai ressenti la femme de gauche comme étant protectrice, avec cette main levée sur la tête de l'enfant. Voilà. Mhm. Allez, il y a que deux personnes, on va les prendre. Odile Lambert, une chose qui vous a marqué. Philippe Maillot. Moi, ce qui m'a marqué au début, c'est d'abord la source de la lumière, mais j'ai assez vite trouvé ça. Ce qui m'a fait remarquer que ces deux femmes sont assises et que il y a un support, la bougie, il y a un petit support rond là. Donc il y a un chandelier quelque part. Donc ça, Ben, alors, ça m'a frappé. Et je ouais. me demandais si effectivement derrière la main, il n'y a pas un miroir de façon à éclairer si fort. Selon l'attitude de ces deux femmes, moi je ne vois pas dans cette tableau, alors je ne connais pas le titre, mais je ne vois pas ni la Vierge Marie, je vois deux femmes et une nativité. Alors, Marie est une métaphore enfin, de nativité, mais enfin je vois deux femmes et c'est cette jeune femme en orange et toute surprise me paraît dans une attitude de surprise elle tient cet enfant comme un bijou. Voilà. Alors, merci beaucoup. Oui, On moi, ce qui me va. frappe, c'est Oui. le vêtement orange, rouge, qui est ample et qui ne colle pas au corps, qui semble être dans une texture qui est rêche peut-être, ou enfin voilà. Ok. Qui a une certaine rigidité hein, pour effectivement créer cette grande oblique à droite sur la Oui, c'est manche, par ça. exemple. Ouais. Alors, on va continuer à observer. Beaucoup de choses ont été dites, je trouve vraiment très intéressantes. Merci beaucoup. C'est important, toutes ces observations personnelles et ces sensations. Il y a eu pas mal de choses sur la manière, sur la posture de la femme de droite. Et puis le questionnement même, est-ce que c'est la Vierge? Parce que oui, euh, Philippe, tu poses la question du titre. En fait, c'est un tableau qui n'a pas de titre. Aujourd'hui, on lui a donné un nom. Alors, c'est intéressant le nom, parce le nom, on a dit le nouveau-né de Rennes. Rennes, parce que le tableau est à Rennes, et le nouveau-né, parce qu'il y a un nouveau-né dans le tableau, et qui est évidemment un élément central de la composition. Mais effectivement, c'est un tableau qui pourrait être vu d'un point de vue parfaitement profane, même s'il s'agit effectivement de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie, parce que cette posture de cette femme avec l'enfant, on pourrait la comprendre même d'un point de vue, me semble-t-il, strictement humain. J'ai des femmes qui m'ont dit en face de cette toile qu'elles se retrouvaient elles-mêmes dans cet ébahissement, c'est intéressant le mot ahuri qui a été prononcé tout à l'heure, mais dans cette surprise, dans cet étonnement face à ce mystère d'un enfant qui leur est confié finalement et dont elles viennent d'accoucher, la surprise liée à cette chose incroyable qui est une naissance et un petit être vivant qu'on tient dans ses bras. Et quelqu'un parlait du caractère précieux de cet enfant, de la manière qu'elle a de le tenir. Euh, Qu'est-ce qu'on sent Quelqu'un a parlé de gauche aussi. J'ai entendu l'adjectif gauche, comme une gaucherie presque de cette femme, comme si elle ne savait pas forcément très très bien comment faire avec cet enfant. Je sais pas comment vous réagissez à ce que je dis là. Moi, il y a une chose, Philippe Maillot, il y a une chose qui me frappe, moi, c'est que cet enfant n'est pas tout à fait un nouveau-né parce que, en ayant vu un certain nombre, il est quand même assez grand. Donc, il n'est pas tout à D'accord. fait nouveau-né, il doit avoir au moins quelques semaines quand même, là, vu la taille. Ah, ah, ok. Oui, Quelqu'un tout surtout, à il est l'heure. figé, cet enfant. Alors, figé. Bah oui, il est figé. Vous voyez comme il est emmailloté. Alors ça, c'est des techniques d'emmaillotement de l'époque, hein. On peut considérer que Ouais. c'était très bien que l'enfant soit serré comme ça dans des bandelettes. Je ne sais pas si aujourd'hui on considère la chose comme absolument idéale. Mais, et du coup, ça crée aussi un rapprochement avec un enfant dans des bandelettes et un enfant mort. Ça a été perçu tout à l'heure par quelqu'un, et il est assez vraisemblable, en tout cas c'est un classique dans les représentations de la nativité, d'introduire des éléments qui font penser à la mort du Christ. Vous voyez, donc c'est pas impossible que ça nous renvoie de manière volontaire de la part de la tour à ce type de pensée. Euh, alors,
Maintenant, on va introduire le caractère religieux parce qu'il existe et vient s'ajouter à l'étonnement d'une jeune maman et la merveille d'un enfant nouveau-né, eh bien la question du mystère de cet enfant. On pourrait même penser qu'elle tient cet enfant quasiment comme un saint-sacrement. Et du coup, l'étonnement qu'on peut envisager dans l'esprit de cette femme, ben, c'est lié aux circonstances de sa conception, de sa naissance, au mystère de cet enfant, à sa divinité, etc., etc., etc. Moi, il y a une chose qui m'a marqué dans le tableau, figurez-vous, ça m'a frappé. Au début, j'ai eu du mal à m'en détacher, c'est l'ombre portée du nez de la Vierge sur sa joue. Je voyais une tache noire dont je n'arrivais pas à me défaire. Et c'est amusant parce que en ayant bien regardé le tableau en vrai au musée, ça m'avait pas frappé. Peut-être que c'est une intensification liée à la photo. Et puis, dans une autre mesure, la petite touche de blanc dans l'œil de la femme à gauche, ce morceau de vie étonnant, là, en haut à gauche. Je voudrais qu'on aille du côté de cette femme à gauche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? On a parlé de la manière qu'elle avait de tenir la flamme la bougie, comme si elle protégeait aussi la flamme avec son autre main. Tout à l'heure, Philippe, tu parlais d'un miroir. Et c'est vrai que moi, j'ai pensé à cette main, comme vous savez, certains projecteurs qui envoient la lumière sur une scène ou avec une fin particulière, comme si vraiment elle envoyait la lumière comme un spot en direction de la tête de l'enfant. Je voudrais qu'est-ce qui se dégage, si vous aviez un mot à dire qui qualifie l'ambiance globale de la scène? Je voudrais entendre quatre cinq mots comme ça. Chaleur, Chaleur. Quoi d'autre? sérénité, Oui, merci. Quoi d'autre? Allez-y, un mot d'ambiance. recueillement, Merci. Je trouve une pénombre. Moi, je vois le fond très noir, ou enfin Oui, relativement oui, noir. oui. C'est Pénombre. la nuit, Pénombre et nuit. oui, et avec de la lumière quand même très forte. Donc il y a un jeu de contraste trop fort entre l'ombre et la lumière. Ben, c'est un contraste classique dans les figurations de la nativité, hein. Le Christ et la lumière, hein. Même si c'est une habitude chez la tour de faire des clairs-obscurs. Il faut quand même le rattacher au sujet là. Mais est-ce que Bon, la ça- main, qui est très verticale, ne fait pas une séparation aussi entre les deux femmes? ben, en tout cas, plastiquement, elle le fait, Oui. hein. Et moi, d'ailleurs, c'est intéressant, je vais rebondir sur le mot séparation en constatant qu'il n'y a pas de recouvrement ici, vous voyez, entre la main et le vêtement de la Vierge. Et il y a un autre endroit où ça apparaît, vous voyez là, et puis même la main ici, le doigt, ça passe. Alors là, ici, il y a un recoupement là, mais il y a une petite distance millimétrique à cet endroit-là. Alors, j'ajouterai un mot, c'est le silence, hein. Et c'est un tableau qui a la vertu de nous plonger dans le silence et de nous amener à une espèce de silence contemplatif tel que celui qui est vécu par les personnes qui sont là. Il y a une construction très simple. Quelqu'un tout à l'heure parlait d'un minimalisme ou d'une stylisation. Et c'est vrai que là, il y a une quasi-géométrie là, dans la figuration de la Vierge qui est parfaitement de face. Puis là, on a un parfait profil. Euh, il y a quelque chose de très très simple. Alors, le clair-obscur pratiqué par Latour, avec cette intensité, a toujours été rattaché à celui qui a été initié en Italie par Caravage. Sachant que Caravage n'est pas l'inventeur du clair-obscur, avant lui les Vénitiens, Tintoret, Titien le pratiquent et d'autres, Bassano très fortement aussi. Mais Caravage est le peintre emblématique de la mise en avant de ce clair-obscur au début des années 1600. On reparlera de Caravage après, on verra un de ses tableaux. Et la tour, la question est pour les historiens, de comment est-ce qu'il en est venu à peindre ça? Est-ce qu'il est allé en Italie? La question reste ouverte. Il n'y a aucune preuve d'un séjour en Italie de Caravage. Il y a des faisceaux de présomption uniquement par rapport à ce qu'il a peint. Mais d'autres experts pensent qu'il a pu être au contact de ce type de peinture, tout simplement en France, grâce au commerce d'art, on en reparlera, ou en se déplaçant en Hollande, où habitaient, à partir des années 20, ce qu'on appelle les Caravages d'Utrecht, les Caravagesques, pardon, d'Utrecht, qui sont trois peintres hollandais qui avaient séjourné à Rome au début des années 1600 et qui sont repartis avec cette manière de peindre chez eux en Hollande. Si on revient sur ce tableau, euh,
J'ai entendu aussi un expert avoir une jolie expression au sujet de cette œuvre. Il parlait d'un gros caravagisme, en faisant référence à Ingres, à cause de la netteté, vous voyez, du dessin et de la pureté du dessin. Et j'ai trouvé ça assez judicieux, cette association de Ingres à Caravage dans une image comme celle-là. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce tableau ou des questions? Ben, moi, je suis un peu frappée des deux mains de la maman. Et qu'est-ce qui vous frappe? Ben, il y a cette main-là qui soutient, qui est sur la gauche pour nous. Les doigts, là, sont séparés et l'autre est à peine ébauché. Oui, et les doigts ne prennent pas, la main ne prend pas pleinement le Le corps de l'enfant. bébé. Les doigts ne sont pas appliqués. Moi, j'ai l'impression que ça va avec une sorte de respect. Vous voyez, quelque chose Mhm. qui, euh, qui échappe. C'est pas une étreinte de l'enfant. Vous voyez, Mhm. elle le porte, elle le tient, en même temps, à la limite, elle l'expose. Et je pense que ce geste-là va avec les sensations de presque de préciosité, peut-être Oui, c'est un quasi. objet précieux Ouais, c'est qu'elle ça. soutient. Enfin, Il n'est pas et à puis, elle. ça donne une petite diagonale aussi à la composition, parce qu'elle le Ok. soulève. Voilà. Alors, c'est une œuvre qu'on Ouais, estime de la fin de la carrière de Latour, 1648. Oui, Philippe, je t'ai interrompu? c'était moi, je souhaitais. Moi, ça m'inspire. Vous demandiez les mots que ce tableau nous inspirait. C'est celui de révélation, au sens presque révélateur, comme on l'utilise dans la photographie. C'est-à-dire que il y a la lumière et euh, l'attitude euh, des deux femmes en particulier. Euh, il y a comme une vérité qui s'impose et qu'elles ont du mal à intégrer en quelque sorte. Voilà. Oui, merci. Et je dirais aussi que leur posture à elles nous révèle quelque chose de cet enfant, hein, et nous envoie à la considération du mystère. Merci. Alors, nous allons avancer. Il y a une autre œuvre sur laquelle je voudrais passer un peu plus de temps, c'est celle-là. C'est un des chefs-d'œuvre de la Tour. La Tour est un. Pour ceux qui ont vu l'exposition de 1997, en général, se souviennent d'une salle particulièrement, la salle des Madeleines. La Tour a peint euh, quatre grandes, quatre grands tableaux avec Marie-Madeleine. Trois sont aux États-Unis, un est à Paris, au Louvre, et celui-ci vient de Washington. C'est celle qu'on appelle la Madeleine Fabius. Et elle est, c'est une œuvre vraiment très très forte. C'est un des chefs-d'œuvre de l'exposition. C'est une œuvre qui, pour moi, compte beaucoup personnellement parce que c'est grâce à elle que j'ai compris à quel point Latour prenait en compte la situation du spectateur en tant que peintre. Euh, le, si vous regardez bien, Latour nous a attribué une place dans ce tableau. Vous allez me dire, bah oui, on est en face du tableau. D'accord, oui. Mais comment sommes-nous par rapport à cette femme? Voilà. Comment nous sommes situés? Ben, nous sommes un peu plus bas qu'elle. En fait, notre regard est situé au niveau du crâne qui est là, en plein milieu. Vous voyez, cette oblique est descendante, ça veut dire qu'on est en dessous d'elle. Là, ici, c'est une ligne horizontale. On voit au-dessus on voit au-dessus du livre là. Donc, en fait, notre œil est situé entre le dessus du livre et cette ligne-là descendante. On dirait qu'on est quelque part par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Ben, on est dans l'ombre. La lumière est uniquement là-bas derrière. En fait, il y a notre espace en avant du crâne et l'espace de Marie-Madeleine qui est là-bas derrière avec une flamme et c'est un espace éclairé. Donc, c'est intéressant. Il nous a mis nous à distance. Il nous a séparés d'un espace qui est là-bas. Alors, je voudrais que vous me parliez de Marie-Madeleine. Notamment, vous voyez qu'elle a une main qui est portée sur son visage, sur laquelle elle s'appuie avec son coude sur la table, et il y a une autre main qui est là, posée sur le crâne. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette main posée sur le crâne?
Elle caresse délicatement. Oui, on dirait une caresse délicate. Oui. Quoi d'autre? Les Les doigts doigts sont sont très très longs. fins. Ouais, très long et très fin. Quoi d'autre? On peut avoir l'impression que la main est assez longue. Et c'est intéressant parce qu'elle a une main sur un crâne et l'autre main sur le sien. D'ailleurs, il y a un rapprochement qui est fait entre cette tête de mort ici et sa propre tête à elle. Donc on peut alors en même temps, la main posée sur son, comment dire, son menton posé dans sa main là-bas, ça renvoie à la méditation. Et on peut supposer que la mort fait partie de la méditation, parce que le crâne symbolise la mort. Et qu'est-ce qu'on peut dire de son rapport à la mort, puisque le crâne symbolise la mort et que la main est la sienne? Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, par la main, elle caresse le crâne, et dans le miroir, on voit le crâne qu'elle regarde. Et elle regarde ce crâne dans le miroir, en fait. Alors, très intéressant que tu me dises ça, parce que pourquoi est-ce que tu penses qu'elle regarde le crâne dans le miroir? J'ai l'impression, en voyant ses yeux, qu'elle regarde vers le miroir. Eh oui, mais alors là, je vais faire appel à tes compétences d'ingénieur. Si nous voyons le crâne dans le miroir, Oui. eh ben Ah. elle ne le voit pas. Tiens, oui. En fait, le miroir nous montre à nous le reflet du crâne. Alors certains sont parfois étonnés par cette espèce de rond blanc ici qui est en fait la lumière sur la tempe. Là, on reconnaît bien les dents du crâne. On voit dans le miroir la tranche du livre qui est ouvert avec un lacet qui est défait. Et puis, donc, mais en fait, ce miroir, il s'adresse à nous. Je vais vous dire, j'ai fait une expérience. Vous connaissez Diane Sellier? Certains d'entre vous, c'est une conférencière de l'association. C'est elle qui fait le cycle art contemporain, c'est elle qui fait l'exposition Greuze en ce moment. Eh bien, elle a accepté de se prêter au jeu. On a fait une réunion avec les conférenciers de l'association il n'y a pas longtemps, et on a beaucoup travaillé sur ce tableau de la tour. Et il m'a fallu beaucoup de temps, je vais vous dire, pour comprendre comment tout ça fonctionnait, hein. Alors, j'ai pas de crâne à la maison, mais j'ai une tête de statue que j'ai mis là à la place. Et vous voyez dans le miroir là-bas, le reflet du livre, la tête. Il y a une chose que vous voyez là dans le miroir que vous voyez pas dans le tableau de la tour, c'est la main de Diane. Parce que la tour l'a retirée. Et puis Diane, enfin, et Madeleine est posée à peu près comme ça. Et figurez-vous que en étant positionnée comme Diane l'est là, elle ne voit pas dans le miroir non plus la flamme. D'ailleurs, je ne me souviens plus, j'aurais dû noter quand on a fait l'expérience qu'elle voyait en flamme, elle ne voit ni le crâne ni la flamme. Et d'ailleurs, il me semble qu'en fait, Marie-Madeleine ici est plutôt renvoyée à son intériorité, à sa méditation, à ce qui se passe en elle, plus qu'à un spectacle extérieur. Alors, moi, je pense qu'il faut interpréter la main posée sur le crâne avec cette délicatesse et ce côté presque caressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de la mort pour Marie-Madeleine? Soyons simples. Elle est douce. C'est comme si c'était familier. C'est ça. C'est une réalité familière. C'est pas une réalité effrayante. Parce que c'est étonnant de voir une main aussi délicate posée sur un crâne. Un crâne, c'est plutôt effrayant. Et même en 1638, hein, je vous rassure, un crâne, ça fait peur, hein. C'est la mort. Et c'est comme si, en fait, Marie-Madeleine avait intégré la question de la mort, hein, Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que la flamme bouge un peu. Vous voyez là? Il y a une bougie qui est là derrière, dont on voit juste un peu la base ici. Puis donc, il doit y avoir un souffle. Est-ce que c'est un souffle de Marie-Madeleine? Est-ce que c'est un souffle symbolique? Hein, mais en tout cas, cette flamme est animée là-bas derrière. Euh, moi, donc, ce crâne, c'est la mort. Mais nous, on est dans l'espace où on est. Cette mort est un obstacle. En fait, ce crâne est une frontière et en même temps, c'est un obstacle. J'ai envie de dire, c'est une clôture en jouant sur les mots. En fait, c'est Marie-Madeleine là, après sa conversion. Peut-être à la Sainte-Baume,
vivant sa vie d'ermite. Et je trouve qu'il y a vraiment tout un symbolisme à déployer par rapport à comment dire, la situation du spectateur, la situation du crâne, la situation de la flamme. Elle est dans un espace centré autour de la flamme. Elle reçoit la lumière. Et Euh, nous, nous, on, nous, on est dans l'obscurité. nous, on est dans l'obscurité. Moi, je pense qu'il faut envisager l'obscurité dans laquelle nous sommes ici comme la situation de Marie-Madeleine avant sa conversion, avant son changement de vie. Elle a changé de vie, elle est partie là-bas. Moi, quand je parle du mot clôture, vous voyez, je pense à la clôture d'un monastère. Et je pense à sa vie d'ermite, séparée du monde. Oui, elle est dans un espace séparé là-bas, mais centré sur une flamme. Et cette mort, pour moi, c'est pas uniquement la mort physique, je pense que c'est la mort en tant que mortification, le renoncement, vous voyez, tout ce qui a trait à ça et à son changement de vie. Et d'ailleurs, et le miroir là-bas, en fait, s'adresse à nous pour nous montrer, vu du côté de la lumière, la face éclairée du crâne, je dirais même la tranche du livre par lequel on peut ouvrir et accéder au contenu de ce livre, pourquoi pas aussi. On peut se poser la question de ce livre. Est-ce que, par hasard, ce pourrait être l'Ancien Testament, puisque elle n'a pas connaissance des écrits des apôtres qui vient après, Marie-Madeleine. Et si c'était l'Ancien Testament est mort, il y a un crâne dessus. Enfin, je sais pas. Ah, merci. Alors, attention, évidemment, pour l'époque, effectivement, à l'époque, on considérait que l'Ancien Testament, d'une certaine manière, était quasiment devenu caduc par la révélation christique. Aujourd'hui, on dirait pas ça, mais à l'époque, oui, on pouvait envisager effectivement comme quelque chose du passé. Alors moi, je l'avais envisagé comme étant positivement les Écritures, vous voyez, avec, voilà, ici, quelque part, comme le crâne, enfin, on n'a pas accès au contenu éclairé. Mais j'ai envie de dire, il y a quasiment une manière éclairée de voir la mort et une manière éclairée de voir les Écritures. Puis après, d'autres détails, purement plastiques. La transparence ici de l'étoffe, on voit comment la lumière passe à travers. Tout le travail de nature morte. Alors, parce que tout à l'heure, on a évoqué Caravage avec la question du clair-obscur qu'on retrouve ici, mais il faut aussi envisager la question du réalisme, euh, puisque ce qu'on qualifie d'une manière générale de caravagesque, c'est l'association du réalisme et du clair-obscur. Et alors en matière de réalisme, on atteint des sommets chez Latour, notamment dans tout ce qui est matière éclairée par la flamme. Regardez ici le reflet de la flamme sur le bois ciré, par exemple. Euh, voilà, et puis un certain nombre de détails. On verra de très belles natures mortes tout à l'heure. Merci. Y compris le verre du miroir taillé en biseau. Tout à fait. Et les détails, en fait, consécutifs à ce biseau, c'est-à-dire les reflets qui, évidemment, ne sont pas dans la continuité du plan du miroir lui-même. Ah, derrière, il Et y a même donc, un fauteuil. On est donc dans un salon, en fait. Il y a un fauteuil derrière, là. alors, c'est pas un fauteuil, Pas un c'est un fauteuil, petit c'est... panier. C'est une Ah, espèce de corbeille avec ah. une petite anse sur le côté qui doit avoir un équivalent de l'autre côté. C'est une corbeille d'ailleurs qu'on revoit dans d'autres tableaux de la tour. Il l'a utilisé comme accessoire pour tenir pour poser le cadre à la verticale. Et c'est là qu'en fait, tout de suite, je vais attirer votre attention sur une grande différence entre la peinture de Caravage et la peinture de Latour. C'est qu'en fait, chez Latour, souvent, la source de la lumière est à l'intérieur du tableau et on a une dimension d'intériorité très très grande qu'on n'a pas de manière équivalente chez Caravage. En fait, les moyens plastiques sont proches, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, le réalisme et clair-obscur, mais comment dire, l'origine, la puissance particulière de l'œuvre nous renvoie davantage à l'intériorité, alors que chez Caravage, on est beaucoup plus dans une dramaturgie entre des personnages. Et la source de la lumière n'est jamais à l'intérieur du tableau. Voilà, là j'ai une petite photo avec
l'un à côté de l'autre, mais on va pas s'étendre là-dessus. Alors là, on entre dans le parcours chronologique de l'exposition, puisque la première œuvre présentée, c'est ce tableau, qui est une scène de genre qui se trouve en Ukraine, figurez-vous, à Lvov. Elle était la propriété d'un aristocrate polonais qui l'a certainement acheté dès le XVIIe siècle, et puis finalement, ça s'est retrouvé dans un musée de Lvov. À l'époque, Lvov, c'était en Pologne. Et c'est une œuvre étonnante. Elle fait se poser beaucoup de questions. Elle est aussi une cause de grande frustration pour l'historien parce que figurez-vous qu'elle est signée, alors ça se voit pas parce que c'est dans une zone sombre du tableau, elle est signée et datée, mais alors on ne voit pas les deux derniers chiffres. On voit le 1 et le 6, mais on voit pas les deux derniers chiffres, ce qui est une grande frustration. Et en plus, elle est très débattue, elle remet en cause les habitudes comment dire, de compréhension de la chronologie de l'œuvre de Caravage, de Latour, parce qu'on s'était dit pendant longtemps que les nocturnes avec les flammes, c'est la deuxième moitié de sa carrière, et la peinture réaliste en dit, c'est plutôt le début, sauf que ce tableau-là est peint avec une sous-couche blanche qui correspond plutôt au début de sa carrière. Voilà, donc ça veut dire il a peint des nocturnes avec des flammes, des nuits, comme on dit, dès le début. Alors c'est un tableau passionnant. Moi, je ne l'avais jamais vu en vrai, je ne le connaissais qu'en photo, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça penche. C'est plein d'obliques. Au début, j'avais beaucoup de mal à trouver mon équilibre face à cette œuvre. Tout le monde est penché. La majorité des gens sont penchés dans ce sens-là. Même cette oblique-là est très étonnante. Et il y a un personnage qui échappe à cette orientation. Enfin, deux, c'est celui-là et celui-là. Mais je trouve du coup, il y a un effet quasiment de bateau. On a l'impression d'être dans un appartement d'un bateau en pleine tempête. Et puis, c'est une scène de genre. Il se passe quelque chose. Il y a une animation. Si vous aviez un titre à donner à ce tableau, vous diriez quoi? Collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts. Alors, il est où le collecteur d'impôts? Je le verrai à côté du pistolet, là, ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, il regarde le bouquin, là. Donc, c'est lui. Oui, j'imagine, non? Ah, peut-être, ah, D'accord. ou peut-être ah, le monsieur à gauche, là, qui est du porte-monnaie ou de la caisse, là. En tout cas, il semblerait qu'il y ait deux personnages principaux, c'est lui et lui, qui se font vis-à-vis. Lui, cet homme âgé, est en train de disposer des pièces là, en les comptant en même temps sur la table. Il a une bourse là, ici à la taille, qui est ouverte. On a l'impression que l'essentiel des choses se passe entre ces deux-là. Et puis Mhm. les autres sont plus ou moins témoins. Alors c'est amusant que quelqu'un ait pris ça pour un pistolet. Moi aussi, spontanément, quand je vois le tableau, je pense toujours à un pistolet, alors qu'en fait c'est un étui avec des plumes, c'est du matériel d'écriture. Et du coup, cette manière d'envisager ça comme un pistolet pour nous, ça montre à quel point on a souvent tendance à penser à une histoire un peu louche. C'est peut-être Ça se un passe. changeur. Alors c'est peut-être un changeur, oui, mais est-ce qu'il y aurait besoin d'une telle tension dans l'air pour une simple opération de change? Je ne sais pas. Mais je trouve on a souvent la sensation qu'il y a une situation un peu prélude à une forme de violence, ou en tout cas plus dramatique. Alors, Ça on a pourrait être une scène de jeu. une scène de jeu, sauf que le jeu, Hmm. là, on n'est pas dans le jeu, là. Ah, on n'est pas dans le Peut-être jeu. une scène postérieure à un jeu. C'est-à-dire qu'après, une fois que qu'on a joué, eh bien, chacun va régler ce qu'il doit à l'autre. Pourquoi pas? Il y a ce monsieur qui est penché qui lit une lettre ou un texte ou un contrat, je ne sais pas. Celui-là qui le regarde. Donc lui, il a une bouche ouverte. Ils échangent entre eux. Là, ici, tout le monde, les autres sont tous concentrés autour de ce qui se passe là sur la table, avec une nature morte assez complexe. D'ailleurs, le livre est orienté en direction de ce monsieur. Les lignes d'écriture se lisent. On ne peut pas les lire, hein, mais si on pouvait les lire, elles se liraient d'ici. Et alors, ça, c'est un type d'œuvre qui a été beaucoup peint à Rome au début du XVIIe siècle, et puis l'engouement s'est développé dans le reste de l'Europe pendant la première moitié du XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle une scène de genre.
Caravage en a fait un certain nombre, mais pas seulement. Après, les fameux Caravagesques d'Utrecht en ont fait bien d'autres. Et bah, la tour s'est inscrite aussi dans ce registre. Aujourd'hui, on appelle le tableau l'argent versé. C'est bien, on est prudent parce on aurait pu aller jusqu'à imaginer des scénarios différents, divers et variés. Et moi, il y a une chose qui m'étonne, que je ne comprends pas dans ce tableau, c'est que la flamme est penchée. La bougie est penchée et la flamme est penchée. Vous pouvez essayer chez vous avec une bougie de pencher votre bougie, la flamme ne penche jamais. Jamais. Je me suis même demandé si le tableau n'avait pas été découpé ou placé dans un mauvais, enfin, modifié. Mais en fait, non, parce qu'en fait, la bougie est bien, n'est pas perpendiculaire au plan de la table. Donc, la volonté de pencher la flamme et la bougie en même temps est de l'auteur du tableau. Mais je trouve ça très étonnant de la part d'un grand peintre de flammes qui a beaucoup observé les flammes, d'avoir peint une flamme penchée. Mais voilà, j'ai pas de réponse. Mais la table, elle n'est pas penchée aussi, un peu? Alors, la table là, dans le tableau, elle est plate, elle est horizontale. C'est-à-dire que le point de vue du peintre, parce que en fonction du point de vue, on pourrait avoir une table penchée dans l'image, bien qu'elle soit horizontale dans la situation Oui. initiale. Mais là, elle n'est pas penchée, elle est horizontale, il me semble ça. Ça, c'est une ligne horizontale dans la composition. Comme le livre. Tiens, je remarque aussi, on pourrait développer sur ce tableau, hein, ce tableau qui est très composé, avec le rouge à gauche, le rouge à droite. Il y a une parenthèse à gauche, une parenthèse à droite. Il est vraiment clos, il y a une animation au centre. Bon, voilà. Alors, on va avancer. Je vous ai mis un rappel d'un Caravage célèbre, peut-être le plus célèbre aujourd'hui, la vocation de Saint Matthieu. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, le côté un peu dramatique de la situation. Et puis, vous voyez cet homme ici qui est appuyé sur la table, le geste de... il y a une main qui pose des pièces ici. Lui, il a une bourse serrée dans sa main là. Alors, ces petits détails-là, c'est des points communs. C'est pas, il n'était pas nécessaire d'avoir vu ça pour peindre ce qu'il a peint, ce que la tour a peint. Mais c'est un esprit. Dans la même salle, c'est-à-dire la première salle, vous avez ce tableau qui vient de Munich et qui est un tableau de Jean Leclerc. Alors, Jean Leclerc, ça vous dit certainement rien, sauf si vous avez un cousin qui s'appelle Jean Leclerc. Mais Jean Leclerc, il y en a beaucoup. Jean Leclerc, c'est un peintre lorrain, début XVIIe siècle, qui est de la même génération que Latour, il est né un peu avant. C'est un aristocrate qui est parti à Venise d'abord pour combattre les Turcs et puis qui finalement est devenu peintre. Et puis il a été très proche d'un Caravagesque qui s'appelle Saraceni. Il a produit des œuvres qui sont dans le registre. Là, ce tableau est là pour vous montrer un autre exemple de scène de genre nocturne avec une table. Alors quand on voit le tableau au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est un mariage, mais a priori c'est pas un mariage, c'est plutôt une scène amoureuse. Et ça chante. Ici, il y a un couple qui a une partition qui chante, lui a sa partition aussi, lui aussi a sa partition. Il y a un musicien au premier plan qui est totalement à contre-jour. Il y a des obliques, c'est animé, ça, voilà, c'est joyeux. Euh, c'est intéressant le contexte nancéen, parce que évidemment, en fait, je dis évidemment, mais ça c'est une information, il faut savoir qu'on ne sait rien de la formation de la tour. Tout à l'heure, j'évoquerai quelques petits éléments avec la gravure d'un peintre qui a peut-être été son maître, mais, sans aucune certitude. Il y a un contexte lorrain, il y a quelques peintres lorrains connus à l'époque, donc le fameux Jean Leclerc qui va rentrer en Lorraine autour de 1622, qui est noble. C'est important la question de la noblesse. Il faut voir que Latour, qui n'est pas noble de naissance, mais qui a épousé une femme vraisemblablement d'une famille noble, souhaite lui-même obtenir un anoblissement qu'il n'aura pas. C'est une caractéristique des désirs d'ascension sociale des citoyens de cette époque-là. Il fera valoir ça par son métier de peintre et aussi par le fait que sa femme est d'ascendance noble. On parlait de Saraceni, ça c'est un tableau qui était à la Chartreuse de Douai, un des beaux musées de province en France, qui est attribué à un peintre inconnu qu'on a pris l'habitude d'appeler le pensionnaire de Saraceni. On sait qu'il a vécu chez Saraceni pendant une période à Rome,
Il a reçu une influence caravagesque, comme Saraceni lui-même. Et vous avez ce tableau avec Saint-Pierre à gauche, qui est face à la servante du grand prêtre, qui semble le reconnaître. Et vous avez le reniement, là, en cours. Moi, mais non, j'y étais pas. Et on sent qu'elle n'est pas commode, la servante, hein. Il y a quelque chose d'une gouailleuse qui va pas le laisser tranquille. Voilà. Alors le tableau est montré comme un exemple, un autre exemple d'influence possible sur Georges de la Tour. Toujours au début de l'exposition est présenté ce tableau qui pourtant chronologiquement appartient à la deuxième partie de la carrière de Caravage. Pardon, de la Tour, vous avez traduit vous-même, merci, qu'on appelle la femme à la puce parce qu'on suppose qu'elle est en train de tuer une puce. Elle a attrapé. Alors, je ne sais pas comment on fait pour attraper une puce. Moi, j'ai vécu un temps dans un pays où on attrapait des puces facilement, en Égypte, on était piqué. Et en revanche, pour attraper la puce, c'était impossible. On ne la voyait jamais quasiment. Mais bon, le tableau est au musée Lorrain à Nancy. Et je voudrais que vous me parliez de ce que vous avez sous les yeux. Allons-y. Conversation. Je suis C'est une frappée par femme. c'est l'iPad de Deal, je suis frappée par la peau de cette femme, ce qui ramène à un des commentaires qui a été fait sur le bébé du premier tableau. C'est à la fois une peau vivante et céreuse, c'est étrange. Je trouve qu'il y a toujours un peu d'ambiguïté entre la vie et la mort chez Delatour. Alors, je vous propose qu'on reste sur ce sujet-là, du coup. Parce que moi, il me semble que dans ce que vous avez sous les yeux, il y a des éléments qui sont hyper réalistes, impressionnants, et d'autres qui ne le sont pas. Et dans les éléments qui ne le sont pas, pour moi, il y a ce que vous dites, il y a la peau ici, le côté cireux. Puis regardez même le visage. Et à côté de ça, on a ce dossier de chaise avec ce cuir rouge recevant l'impact de la lumière de la flamme, qui est un morceau de nature morte impressionnant. Et moi, je trouve ça très curieux, ce décalage entre la vérité ici de ce qui est peint, de manière quasi photographique, et au contraire ici, dans ce corps, des éléments stylisés qui font presque penser à un mannequin de cire ou de plastique, hein, pour nous, citoyens du XXIe siècle. Et c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans la peinture de la tour à un moment donné, et qui pose question. De temps en temps, on se demande si c'est des mains autres que la sienne, mais ça paraît quand même être curieux. Il y a des moments, effectivement, il y a plusieurs mains sur ce tableau, sur ces tableaux. Alors, la question de la femme à la puce a été débattue aussi. Il y a une historienne très sérieuse qui s'appelle Hélène Adhémar, qui a pensé qu'en fait, cette femme n'était pas en train de s'épucer, mais en train de dire un chapelet, de prier. Parce qu'il y a quelque chose qui fait penser à une posture de prière dans cette femme. Et en fait, cette dame imaginait qu'en fait, elle avait un bracelet ici avec des petits grains, et certainement dans les mains, l'extrémité, et que le petit élément noir ici était la partie inférieure d'un mini crucifix qui orne le chapelet. En fait, je vais vous dire, maintenant, j'ai regardé de très près le tableau, c'est pas possible, c'est pas le cas. Ça, c'est un pli du vêtement très noir qui se termine ici par un morceau un peu bombé qui fait de l'ombre. Voilà. J'étais frappée par le contraste de la femme qui est opulente et cette chaise vide à côté que je sais pas, ça me fait moi ça m'étonne. Ouais, merci en tout cas. Et moi, je trouve ça étonnant, cette chaise vide qui est perpendiculaire, enfin, parallèle au plan de représentation, on va dire, pour ce rectangle-là. Et je suis aussi influencé par le premier souvenir que j'ai de cette œuvre que j'ai vue à Nancy il y a 25 ans.
Et la seule chose dont je me souviens de cette rencontre avec ce tableau, c'est ce dossier rouge, qui pour moi prenait quasiment la totalité de l'attention sur ce tableau. Et c'est vrai qu'on a un environnement très dépouillé, et cette femme qui prend cette place-là. Stylisation aussi des pieds, du genou, puis beau travail sur la flamme avec... ouais, c'est des bougies telles qu'on n'en a pas, nous, aujourd'hui. Faut savoir qu'à l'époque, ça servait à s'éclairer, hein. Donc il y avait des grosses mèches. Vous voyez, c'est une énorme mèche là, et qui permet d'avoir des grosses flammes. En même temps, ça descend très vite, mais ça crée une lumière beaucoup plus abondante que nos petites bougies d'aujourd'hui. Dans la même salle, vous avez ce tableau qui vient d'Épinal, Job et sa femme. Alors pendant longtemps, on ne savait pas que c'était Job et sa femme, et le titre était différent. Si vous n'aviez pas ce titre, vous auriez certainement l'idée qu'il s'agit d'une femme qui vient visiter un homme en prison, ou un miséreux, quelque part. Hein. Et c'est étonnant d'ailleurs la composition du tableau avec cette femme qui est très haute. Sa taille est accentuée par cette taille haute du vêtement et l'ampleur de la partie là, puis elle se penche sur ce pauvre Job. Et là aussi, on a des contrastes très forts entre des zones archi précises d'un point de vue de la nature morte et puis des zones très stylisées. Je dirais même qu'à l'intérieur du corps de Job, vous avez ici quelque chose de très réel avec les plis, les affaissements des chairs, là. Et puis quand vous arrivez aux doigts, là, vous les voyez à peine, mais c'est comme des boudins luisants de cire qui sont là. Et le visage de la femme, même s'il est très expressif, est un peu plus stylisé. Les doigts aussi sont un peu plus stylisés. Et ça, je ne vais pas vous donner de réponse. Je vais vous laisser dans une forme de frustration qui est la mienne. C'est de ne pas comprendre pourquoi il y a ces décalages chez la tour, souvent, dans un même tableau, entre des éléments archi-stylisés et d'autres beaucoup plus véristes. Ça apparaît à un moment. Alors là, c'est une œuvre, moi, qui m'a sidéré le jour où je l'ai découverte, à Berlin, à la Gemälde Galerie. Au passage, on a un voyage à Berlin au mois de fin avril, début mai, que je ne peux que vous conseiller. Gemälde Galerie, c'est un musée exceptionnel. On y voit, en fait, c'est l'équivalent du Louvre, mais il n'y a personne. Et quand on est en groupe à la Gemälde Galerie, on ne rencontre aucun autre groupe. Et on est seul face aux œuvres. Ils ont des collections fabuleuses. Et récemment, nous étions seuls là-bas face à ce tableau impressionnant, qui est une œuvre de jeunesse. Là, à partir de maintenant, on va attaquer les œuvres considérées comme les plus anciennes à notre disposition de Georges de Latour. Spontanément, quand vous voyez ça, vous dites quoi? C'est très, c'est très réaliste. C'est très réaliste. Quels éléments notamment? Ben, contrairement à tout à l'heure, la peau ressemble davantage à de la peau. En gros, Ben ces oui. œuvres plus anciennes sont plus vivantes que ces œuvres plus récentes, si je comprends bien. Alors, en tout cas, traité avec un beaucoup plus grand degré de réalisme. Malheureusement, c'est un petit peu flou quand on s'approche, mais prenez-le. Regardez ici, c'est impressionnant. Hmm. Et chez l'homme aussi, bien sûr, on le distingue beaucoup mieux, même la brillance de la lèvre, mais c'est quasiment photographique. La barbe aussi qui est... Les mains. Vous allez pouvoir comparer des mains comme celle-là à des mains qu'il a peintes un peu plus tard, et vous allez voir la radicale différence, c'est à se demander s'il s'agit du même peintre. C'est tout à fait possible, hein, que ce soit le même peintre. Mais enfin, en tout cas, il a changé sa manière de faire. Moi, ce que je trouve étonnant quand on voit ce tableau, c'est que, comment dire, c'est presque un document ethnographique. Si on voulait savoir à quoi ressemblent je dis des paysans, je ne sais pas si c'est des paysans, en tout cas des pauvres en 1640, enfin pardon, en 1622-25, mais il suffit de regarder ça. Ils sont là exactement comme on les aurait vus si on était sur place ce jour-là. Un effet de vérité très grand. Alors, ils sont en train de manger des pois.
Tiens, qu'est-ce que vous dire de la lumière? C'est une lumière comment? La lumière est de face. Elle est frontale, Alors, elle est frontale pour lui oui, et elle est latérale pour la et elle femme. est latérale pour elle, puisque lui est de trois quarts vers la gauche. Donc, la lumière vient quand même de la gauche. Et c'est une lumière très forte. Vous voyez ça? C'est une lumière très crue. Mhm. Parce qu'elle fait des décalages de teintes entre l'ombre et la lumière qui sont très très fortes. L'ombre est quasiment noire. Donc, il a une lumière très forte sur ses personnages. Et on a le moindre détail qui est souligné de l'imperfection des vêtements, des détails de la gestuelle et des chairs. Voilà. Alors c'est un tableau assez intéressant, il existe en plusieurs versions, hein, comme beaucoup de tableaux de la tour. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la reconstitution d'un tableau, parce qu'en fait, il avait été coupé en deux. Alors, la bonne nouvelle pour les gens qui l'ont découvert, c'est qu'ils avaient été vendus ensemble, les deux, séparés. Et puis, quand on a analysé l'œuvre, on s'est rendu compte qu'il y avait le bras de la femme qui passait sous le bras de l'homme, et on a restitué l'œuvre dans son format d'origine. Si vous allez à Vic-sur-Seille, il y a une autre version de ce tableau. Et ça, c'est une caractéristique de la tour dont on parlera, la multiplicité des versions de ses œuvres. Toujours dans les œuvres de jeunesse, extrêmement réalistes, vous avez ce grand tableau qui est à Bergues, dans le nord de la France, qui présente un vielleur, même si là, dans ce tableau, la vielle ne saute pas aux yeux. Vous voyez, c'est ce grand instrument ici. Et c'est un sujet qu'il a beaucoup travaillé, parce que c'était beaucoup demandé. Et je pense que pour les citoyens de l'époque, voir un vielleur, c'était très pittoresque. On s'arrêtait pour regarder un vielleur. L'instrument est assez original. Et souvent, les vielleurs à l'époque, c'était des gens qui étaient aveugles. De ce fait, vous avez ce regard qui nous échappe là, qui est vraiment dans l'ombre. On en verra un autre après. Le tableau est très grand, hein, 1,86 m. Et il a des détails vraiment amusants et touchants, notamment ce chien. Regardez-le, il est impressionnant. Regardez ses yeux. Et évidemment, on est au-dessus de lui dans l'image, hein, et il nous regarde d'en bas, là, comme ça, en levant les yeux, en étant très attentif aux spectateurs que nous sommes, et donc évidemment au peintre qui l'a peint le jour en question. Ce qui me paraît aussi étonnant, c'est cette composition avec ces trois cailloux et ce caillou-là. Pourquoi il a orné son sol de ces éléments-là? Là, de près, on a quelques éléments de réalisme forts avec le cuir et le gros orteil derrière là, qui déforme un peu le cuir de la chaussure. Puis si vous regardez bien la composition, il y a une moitié dans le sombre, une moitié dans la lumière derrière. En fait, c'est un environnement très très dépouillé qu'il va beaucoup pratiquer par la suite. Je vais vous montrer un deuxième vielleur. Vous voyez d'ailleurs ici, la moitié gauche est dans l'obscurité. Ça, c'est un tableau qui se trouve à Remiremont. Il n'est pas dans l'exposition, celui-là. Et je l'ai laissé parce que j'avais mis pour une autre série. Ah si, si, pardon, il est dans l'exposition. Il est dans l'exposition. C'est un autre vielleur aveugle, avec une lumière qui nous permet de bien mieux voir les matières et les détails de cet instrument de musique qu'est la vielle. Celui-là n'est pas dans l'exposition, mais je vous l'ai laissé. Il est à Bruxelles. Et c'est un détail. Il a été découpé d'une composition beaucoup plus grande. Et celui-là est à Nantes. Vous savez qu'à Nantes, il y a trois Latour. Et deux des tableaux de Nantes font partie des premières œuvres attribuées à Latour. Là, en plus, en train de chanter avec le visage déformé. Vous voyez, il y en a aussi un à Madrid, avec les yeux fermés. Avec une très belle nature morte là sur la vielle. Alors là, je vous montre une image de Vielleur qui est de Jacques Bellange. C'est une gravure. Donc, il n'y a pas que Latour qui a peint des Vielleurs, c'est vraiment un sujet d'époque. Et Jacques Bellange, c'est un nom important à connaître
puisque c'est le grand peintre de Nancy dans ces années-là. Il meurt en 1616. Certains pensent que Latour a pu être élève de Jacques Bellange. Euh, c'est tout à fait possible. Alors, on n'a aucun document qui permet de l'affirmer. On a plutôt des éléments qui nous laissent imaginer que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, il n'y a aucune ressemblance entre la peinture de Jacques Bellange et la peinture de Latour. Voilà. En général, on voit quand même des traces dans les premières années de production d'un peintre du style de son maître, et en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas découvert ça. Toujours dans l'exposition, vous avez ce couple-là. Ce sont deux tableaux, hein. Ils sont là sur le même, sur la même image du diaporama, mais ce sont deux tableaux séparés. Ils sont aujourd'hui à San Francisco et tout porte à croire qu'il s'agit d'un couple. Bien que personnellement, si j'avais peint une paire, je me serais arrangé pour que le sol arrive à peu près au même niveau dans les deux tableaux. Mais bon, je ne suis pas Georges de Latour. S'il s'agit d'un couple, qu'est-ce que vous pouvez dire du couple? Je suis frappé par Il y a cette, une discussion, hein. Il y a une expression ou une discussion. Quoi d'autre? Ben, je trouve qu'il représente souvent les femmes comme étant, je ne sais pas, en colère ou voulant convaincre, avec des gestuelles assez violentes. Le mot est sans doute un peu fort, mais il y a des positions de main et même corporelles globalement qui sont assez fortes par rapport à l'homme, je trouve, qui est Oui. plutôt montré faible. Je mets aussi des guillemets, mais Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, là, dans ce qu'on a sous les yeux, ça paraît être le cas. En tout cas, on pourrait l'interpréter comme ça. On peut avoir la sensation d'avoir face aux yeux une scène de genre, une scène de ménage. Elle n'a pas l'air contente, comme si elle avait des reproches à lui faire. Et lui, il est implorant. Implorant ou bien comment? Enfin, il est penché, la tête baissée. Il s'impose pas, en tout cas. Laisse passer l'orage. Oui, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être une technique, vous voyez? Il laisse passer Cause l'orage. toujours. Comment? Oui, cause toujours, ça pourrait être. Ou bien, ça pourrait être une douceur feinte. Ou au contraire, une manière de courber les chines au premier degré, hein. Mais ce que je trouve amusant, c'est que ces deux tableaux prêtent à l'interprétation. Et certains connaisseurs de la tour pensent qu'il peut y avoir une influence du théâtre sur la peinture de la tour. Et c'est vrai que la scène de couple comme ça, c'est un classique du registre humoristique théâtral à l'époque, hein, comme aujourd'hui. alors, elle est en train de rendre son tablier ou de le mettre? C'est un tablier qui sort du repassage. D'ailleurs, les tabliers qu'on a vus par le passé sont très étonnants parce qu'à chaque fois, c'est très, les plis très marqués. Et puis là, soit elle est en train de mettre son tablier, soit elle est en train de le rendre en disant, je sais pas. Alors, bonne question. Il est pas encore tout à fait, elle n'est pas tout à fait sainte, enfin, de son tablier, quoi. Alors, là, le problème, c'est est-ce un tablier ou n'est-ce pas un tablier? Parce que quand on s'approche de près, mais là, ma photo n'est pas en haute définition, ça c'est très orné, c'est très finement orné. Le tissu a l'air soyeux. Je pense que c'est un type de vêtement qui fait penser à un tablier, mais qui n'est pas forcément pour son usage un tablier. Ça doit être, certainement un peu trop beau pour être un tablier. Et alors, et si ça se trouve, il se porte comme ça. Donc c'est pas forcément elle en train de mettre ou de défaire son tablier. Bon voilà pour toujours ce tableau des débuts de la carrière de Latour dans les années 20, avec ce réalisme très marqué. Là, vous allez voir deux tableaux représentant Saint Jérôme. Alors Saint Jérôme, c'est un saint très fréquemment représenté après la Contre-Réforme. Là, c'est Saint Jérôme repentant dans le désert.
avec un geste d'autoflagellation. Vous voyez qu'il y a du sang sur la corde qui est là. Il a les écritures, il y a un crâne là derrière, donc c'est aussi une vanité. La perspective de la mort est valorisée à l'époque, hein. S'il y a la perspective de la mort, c'est qu'il faut se concentrer sur les choses importantes euh, et abandonner le superficiel. On a un tableau des débuts de la tour, toujours, un début, toujours la décennie des années 20, avec ce réalisme très caractéristique. On a partout, là, sur les chairs de l'homme, sur son visage, sur sa... Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de l'exposition Ribera, l'an dernier? Ribera, c'est un exact contemporain de la tour. Et il pratique un réalisme très très proche, hein. Ça fait penser à du Ribera, ça. D'ailleurs, il y a certains tableaux de la tour, vous savez, je vous ai dit que la tour avait disparu des radars pendant de nombreuses années. Eh bien, euh, en 1900, la plupart de ces tableaux étaient attribués soit à des Italiens caravagesques, soit à des Espagnols réalistes et caravagesques, comme Ribera, Velázquez même, Murillo. En tout cas, le rouge fait très penser à Caravage, là. Oui, c'est vrai que c'est une caractéristique qu'on voit depuis dans pas mal d'œuvres de la tour, cette gamme d'ocre et du rouge qui vient saillir de l'ocre. Là, vous avez Le la- chapeau aussi. une autre version de ce Saint Jérôme et je vous les mets tous les deux ensemble. Celui de gauche est à Grenoble, celui de droite est à Stockholm. On pourrait jouer au jeu des sept différences. Il y a évidemment le chapeau. Ils sont tous les deux de Georges de la Tour? Oui, Ben, le pagne, hein, qui est blanc au lieu d'être rouge. ouais, Le exactement. corps qui paraît plus enveloppé, enfin moins maigre, moins... Oui, de ce côté-ci, il est plus massif. Mais je pense que c'est une question de... Je sais pas. Peut-être que les deux tableaux, les deux images sont pas à la même échelle. Mhm. Il est plus près de nous, là, d'une certaine manière. Oui, il s'avance. Il y a toujours des pierres par terre. C'est vrai. On retrouve ces cailloux, là, qui ornent le sol d'une manière un peu artificielle. Et Et la là, derrière, j'ai lumière n'est pas l'impression qu'on est pareille, dans hein. une carrière. La lumière n'est pas pareille. Elle est plus intense. Et alors, regardez bien, il y a des détails, mais là, vous les voyez pas de près. Le vêtement rouge ici de Saint-Jérôme est très abîmé. Il est élimé, il y a des trous. Il est déchiré par endroits, là aussi. Alors que de ce côté-là, c'est une très belle étoffe en très bon état. Alors, je vais vous dire ce qu'on pense, c'est que ce tableau a appartenu à Richelieu. D'où le chapeau de cardinal, même si Saint-Jérôme a comme attribut souvent le chapeau de cardinal. Mais là, on sait que Richelieu a eu un Saint-Jérôme de la Tour, et donc c'est vraisemblablement celui-là. Et celui-là a appartenu à quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui. Là, je peux évoquer plusieurs éléments de la biographie de la Tour. La Tour a été connue de son vivant. Et il a eu une très bonne réputation, puisqu'il a été collectionné par Richelieu, il a été collectionné par Louis XIII. Il y a de grands personnages de la cour de France sous Louis XIII qui ont dans leur collection des tableaux de la Tour. Ça, c'est une première chose. Dans les années 20, il a des tableaux qui ont été achetés par le duc de Lorraine à des prix très élevés. Donc sa réputation était bonne en Lorraine et elle était bonne aussi à Paris. Il a eu le titre de peintre du roi. Dans un document de 1639, on sait, ce titre est mentionné à son sujet. On sait qu'il a résidé pendant un temps dans un appartement qui lui a été donné au Louvre, euh, lors d'un séjour à Paris, à la demande de Louis XIII. Il a pu rencontrer Louis XIII déjà en Lorraine dans les années, début des années 1630, au moment où Louis XIII et Richelieu sont en campagne militaire en Lorraine et sont installés à Nancy pendant un temps. Donc voilà, ça c'est quelques éléments importants sur sa notoriété et sa présence dans les grandes collections françaises. Le deuxième élément important, c'est la question des séries chez Latour. Là, vous avez une série, brève, mais il y a peut-être d'autres Saint-Jérôme. Et on a des tableaux pour lesquels on a par exemple 10 copies d'époque. Latour a beaucoup pratiqué cela, c'est-à-dire il fait un tableau qui finalement plaît beaucoup, et il va en faire de nombreuses versions. Parfois des versions
identiques, parfois des versions avec des petites variantes, parfois des versions avec des grosses variantes. On va continuer notre parcours. Toujours dans les œuvres de jeunesse de la tour. Alors, il se trouve qu'à Albi, il existait à la au début du 19e siècle un apostolado peint par la tour. Un apostolado, c'est une série de 12 apôtres et d'un Christ. Et il était là depuis longtemps, dans la cathédrale d'Albi. Il était en mauvais état au 19e siècle. Les propriétaires, peut-être le clergé, je ne sais pas qui à l'époque, ou l'État, a confié cet apostolado à un peintre pour le restaurer. Et en fait, le peintre a jugé qu'un certain nombre de tableaux méritaient d'être restaurés et d'autres étaient en mauvais état et il s'en est débarrassé. Sauf que, en réalité, il s'en est pas débarrassé. Il les a restaurés, il les a vendus. Et sur le marché, et depuis, on a découvert des éléments de l'apostolado. Il y en a quelques-uns qui sont là d'origine à Albi, et puis maintenant, on en a quelques-uns qui sont réapparus et qui sont dans des collections internationales. Alors, celui que vous avez sous les yeux est à Albi, un très beau Saint-Jacques, Saint-Jacques le mineur. Entre nous, vous voyez un tableau comme ça dans une galerie, est-ce que vous pensez que c'est un Saint-Jacques? Je réponds à votre place, non, puisqu'il n'y a pas d'auréole, comme vous avez vu chez Latour, de toute façon, il n'y a pas d'auréole. Et puis, bon voilà, on a Si on a ce un bâton bâton. pèlerin, Oui, oui, mais alors, vous voyez, ce bâton, c'est pas un bâton de pèlerin. C'est parce que c'est pas Saint-Jacques de Compostelle, je crois. C'est l'autre Saint-Jacques, celui qui a été tué à coups de massue. Et je pense que ça, c'est le bâton de son martyr. J'espère ne pas dire de bêtises en vous disant ça, parce que souvent je confonds le majeur et le mineur. Euh, alors c'est un tableau des débuts avec un souci du réalisme très très grand que vous allez retrouver dans plusieurs endroits. Vous voyez les mains avec les doigts sales. Vous voyez la précision du travail sur ce vêtement de cuir, cet autre vêtement-là, et puis tout ce qui concerne les traits du visage. Voilà, ça c'est vraiment un très beau tableau de la tour qui se trouve à Albi. Dans l'exposition, vous avez aussi ce tableau qui a été malheureusement pas mal repeint, ou heureusement, parce que bon, il serait en mauvais état peut-être, on voit sur le visage, à mon avis, tout ça, il y a pas mal de repeints, mais il y a des détails magnifiques dessus, de vérité, il vient des États-Unis. Ces boutons qui sont des billes de verre translucides, il y a un magnifique travail de nature morte à la flamande, j'ai envie de dire là-dessus, et on retrouve le travail très réaliste des mains des débuts de la carrière de la tour. Celui-là est dans l'exposition aussi, il vient du Louvre. Il a l'avantage pour nous de nous permettre de voir une signature de la tour très joliment calligraphiée, là, Georges de la Tour Fékit, enfin Georgius de la Tour. Euh, on pense que c'est un tableau qui ne faisait pas partie d'un apostolado, qui a dû être peint seul pour une personne qui s'appelait Thomas, par exemple, c'est un saint Thomas avec la lance de son martyr, peut-être même le même vêtement porte que celui qui est porté par celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est un tableau qui a été retrouvé récemment sur le marché. Il est considéré comme n'étant pas de la main de la tour, mais une œuvre d'atelier qui est passée dans le commerce tout récemment, avec un beau travail sur de la flamme. En fait, là, vous ne le devinez pas forcément très bien, mais la flamme est derrière la page. Il y a le bas du chandelier qui est là, il y a une petite fumée qui part sur le côté. Il y a un magnifique travail un magnifique effet de lumière là sur le cuir du camail et sur d'autres endroits. Il est dans une collection particulière maintenant. Ça, c'est un des très beaux tableaux de l'exposition, qui vient de Cleveland. Il fait partie des œuvres signées et datées de la tour. Il y a 3 œuvres datées de la tour, dont celui-là, et qui permettent d'essayer de situer les autres œuvres par rapport à elle. 1645, Les larmes de Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent dans ce tableau? l'expression du visage de Pierre, les yeux levés, pas vraiment, non.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais il voit le Christ. Bah, ça, c'est vous qui le dites, Est-ce que le coq a déjà chanté ou pas? à votre avis. Oui, Oui, En fait, le coq a chanté déjà depuis longtemps, à mon avis. Il est là juste pour rappeler qu'il s'agit de Saint-Pierre. Bah, je sais pas, dites-moi les autres. les larmes sont magnifiques. Enfin, Et abondante. Moi, je pense que c'est pas le moment où il voit le Christ. Donc, c'est-à-dire juste après que le coq ait chanté. Je pense que non, il c'est réalise sa faute, quoi. c'est ça. C'est le moment. Et je pense que c'est à la fois le moment où il réalise sa faute et le moment où il réalise qu'il est déjà pardonné de sa faute. Parce que vous voyez la lumière qui le rejoint là, c'est aussi des larmes de contrition. Il y a deux sources de lumière dans le tableau. C'est intéressant parce qu'il y a la lumière dont on ne voit pas la source qui est là-haut. On va l'interpréter comme étant une lumière divine. Et puis la lumière en bas, avec cette chandelle qui est un très beau morceau de nature morte aussi, mais qui éclaire la cheville, ici, le bas de la jambe, qui montre aussi que ce vêtement qu'il porte n'est pas dans une toile très épaisse parce qu'on voit en transparence la jambe. Moi, je trouve qu'il y a des choses étonnantes dans ce tableau. Je trouve qu'il y a quasiment une ressemblance entre l'arrière du crâne de Saint-Pierre et la crête du coq. Cette lampe ici qui éclaire le bas, qui Et il y a éclaire une là, précision de la lampe, là, la partie haute de la lampe, elle est très détaillée. et là aussi, le soin avec lequel le reflet est peint. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un sens à éclairer cette partie-là? Il faut se poser la question. Peut y avoir Est-ce que vous avez des références scripturaires en tête qui vous passent par l'esprit au moment où nous nous parlons? moi je pense aux pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle, Ouais, les apôtres. moi aussi. Et je pense qu'avec Saint-Pierre, il y a une autre référence qu'on peut faire intervenir, c'est Ben, le lavement il est crucifié, Le lavement des pieds. le lavement des pieds. Quand il oui. est en prison et qu'il est délivré par l'ange. Ah oui, 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 oui. Ouais, voilà, il y a plusieurs allusions possibles, il ne faut pas s'interdire tout ça. Moi, je pensais au lavement des pieds, Mhm, et puis les pieds des apôtres qui vont marcher. Donc mhm, celui-là qui a renié et qui se repent et qui est pardonné, eh ben, c'est celui qui va aller annoncer il est le chef des apôtres. Bon, voilà, quelques éléments sur ce tableau, qui est une des très belles œuvres de l'exposition, hein. mhm. À côté, vous avez une version donc qu'on considère comme étant de la main d'un élève, qui est néanmoins très très belle, qui est dans une collection particulière. Ça, c'est un Latour qui se trouve au musée Lorrain à Nancy aussi. Malheureusement, j'ai pas une photo de très bonne définition, mais c'est une très belle œuvre avec cette lumière qui passe à travers le papier. Et là, on a aussi une très belle nature morte, mais je ne vais pas vous en approcher parce qu'elle est floue là sur mon image, avec les différents reflets sur les objets. C'est un autre Saint-Jérôme, très intérieur. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un grand chef-d'œuvre de la tour. La difficulté, c'est que vous, il est dans la, je sais pas, la cinquième salle de l'exposition, qui est une salle assez petite. Et il y a dans cette salle le nouveau-né de Rennes qu'on a vu tout à l'heure, ce tableau et la Marie-Madeleine, qui sont, je vais vous dire, trois tableaux sur lesquels on pourrait faire des conférences d'une heure.
Ce tableau est dans un des petits musées de province qui est un véritable bijou, c'est le musée de Tessé au Mans. Le Mans qui est une ville absolument magnifique, peu de gens le savent. Et ça, moi j'ai eu la surprise en visitant le musée de Tessé il y a quelques années de découvrir cette œuvre magnifique, qui est très discutée. Beaucoup de gens pensent qu'elle n'est pas de la tour, qu'elle est une copie d'élèves, d'atelier. Franchement, il a de bons éléments dans son atelier, hein. D'autres pensent qu'elle est à deux mains et que le moine de gauche, la flamme, serait de la tour et que le moine de droite serait d'un élève, d'un disciple. Si vous aviez un titre à donner à ce tableau, vous diriez quoi? Moi, je pensais à la mort de Saint François, mais c'est peut-être pas ça. Ben, on comprend que tu penses à ça, parce que beaucoup pensent à ça. Moi, la première fois que j'ai Alors, vu le une tableau, extase, ouais, le sujet, c'est une extase de Saint François. Mais pendant longtemps, il a été nommé moine veillant un mourant. C'est vrai qu'on peut penser que c'est un moine mourant à droite et puis un moine qui le veille. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu les deux, parce que je ne connais pas le détail du processus d'identification du sujet, malheureusement. Il faudrait que je m'investisse dans ce dossier, que j'ai néanmoins. Mais c'est bien établi qu'il s'agit d'une extase de Saint François à droite, hein. Mais je pense que c'est une extase à la fin de sa vie et il n'est pas loin de la mort. Il suffit de voir la manière dont la peau est rétractée ici. On a presque l'impression de voir un visage, un masque mortuaire, hein. mhm. Et puis il y a le rapport à la mort, là, mais vous me direz, en même temps, dans les saints priants à l'époque, vous avez des crânes dans tous les Il a tableaux, de même quand ils ne quoi, sont pas hein. mourants. Et quand même, le livre est orienté vers lui. Alors, le livre est sur les genoux de ce moine-là. Bah, si c'est bien la mort de Saint François, il est connu qu'il avait demandé qu'on lui lise un passage précis, je ne sais plus quoi, mais au moment de sa mort. Mhm. Alors, dans le récit précis connu de la mort de Saint François, il est allongé sur le sol. Mais bon, Oui, c'est après, les ça, c'est peintres là, pour... c'est la différence. Ouais. Saint François, à la fin de sa vie, a des problèmes d'yeux. Et il souffre beaucoup de ses yeux. Vous Il est voyez, les yeux aveugle, sont oui. fermés et la lumière dispose d'un cache ici pour lui épargner une lumière trop vive de ce côté-là. Et le Moi, je livre trouve est que très éclairé, hein. le livre est très éclairé. On a des zones très éclairées là tout autour de la flamme là. Alors, vous voyez, c'est des franciscains, mais pas tout à fait. C'est des capucins. Lui, il a une capuche en pointe là-bas, comme Padre Pio, qui est un capucin. C'est une branche de franciscains. Et on sait que la tour a été proche des Capucins. À la fin de sa vie, dans son testament, il léguait une partie de ses biens aux Capucins de Lunéville. Et on pense qu'il avait dans sa famille des gens qui ont été Capucins. Il y a des tableaux, par exemple la Madeleine du Louvre, elle porte une ceinture qui est une corde, et on pense que c'est en lien soit avec des franciscains ou des Capucins. Le... Alors, il y a plein de choses là-dedans. Plein, plein, plein. D'abord, c'est fort, c'est silencieux, ça impose le silence. Là, il y a une grande présence intérieure de ce personnage-là. Il y a de la verticale ici. Tout est en vertical de ce côté-là. Évidemment, ça contraste avec les obliques. De ce côté-ci, dans ce tableau, il y a vraiment la gauche et la droite. Un élément de détail amusant, mais vous savez, vous avez des lampes de bureau orientables avec différents bras qui peuvent se rapprocher de vous, s'éloigner de vous, selon ce que vous voulez. Ben, ça, c'est la lampe de bureau de l'époque, avec un mât. Et vous voyez ici, en fait, c'est un bras orientable. Il est en trois parties. Un, deux, trois. Donc vous pouvez éloigner ou rapprocher la flamme. Euh, ça, c'est pour le détail Et la montée en anecdotique. hauteur aussi, la coulisser peut-être sur Et la ce faire bras. coulisser en hauteur, exactement, comme vous voulez. Mais ça, c'est du détail. Moi, personnellement, je pense que ça évoque la croix. Croix avec une flamme dessus, mais une flamme cachée. Parce que le Christ en croix,
on ne voit pas forcément sa lumière. D'autant que le crâne juste en dessous, ça peut renvoyer au Golgotha. Pour moi, là, il y a une espèce de Golgotha symbolique. Et puis, il y a un petit détail, mais là, au premier plan de l'image, tout en bas, vous avez deux sandales. Je vous ai fait Mm. un gros plan, pardon, là, ici. Ces deux sandales retirées. Donc, sandales retirées, ça montre que, voilà, on est dans un espace sacré. Ça peut faire penser à Moïse face au buisson ardent. Ah, il y a un rapport entre cette flamme cachée ici, le buisson ardent, une manifestation divine. Euh, il y a des choses à développer, à mon avis, de ce côté-là. Et puis aussi tout ce qui est ce beau rapport, si c'est pas seulement une extase, mais un homme qui est pas loin de la mort, entre celui qui veille et celui qui souffre. En C'est voilà drôle quelques... ce pli, c'est drôle ce pli dans le bras droit de là, avec un puits de lumière. Oui, oui, ici, ces jeux étonnants là. Ouais. Mm. Voilà une autre œuvre de Latour. Magnifique. Ouais, ça c'est vraiment une très très belle chose. Là, vous avez une œuvre historique. Parce que c'est l'une des diversions d'époque d'un tableau qui a été la propriété de Louis XIII. Et on dit que Louis XIII, quand il a acheté ce tableau, quand il l'a installé chez lui, dans sa chambre, a enlevé tous les autres tableaux pour n'avoir que celui-là. Alors, comme cette œuvre a eu beaucoup de succès, elle a été reproduite en de nombreux exemplaires. Ça, c'est une version qui vient du Texas, là. Celle qui est au musée Jacques Marandré, c'est la version d'Orléans. J'en ai pas la photographie, malheureusement. On voit Saint-Sébastien ici, qui est en train d'être soigné par Irène. Elle lui enlève une flèche, là. On retrouve la même lanterne qu'on a vue dans le tableau tout à l'heure, les accessoires qui vont et viennent d'un tableau à l'autre. Mais ça aussi, c'est une pièce importante puisque collection de Louis XIII, ça compte. Alors ça, c'est une très belle œuvre. À nouveau, considérée comme n'étant pas de la main de Latour. Moi, j'avoue que je suis souvent émerveillé par les disciples de Latour. Un sujet rarissime, la découverte du corps de Saint Alexis. Saint Alexis, c'est un saint des premiers temps à Rome. Il devient chrétien, et c'est le fils d'une famille. Dans sa famille, on le rejette parce qu'il est chrétien. Il revient incognito, on ne le reconnaît pas, il demande à être serviteur et va servir la famille humblement, sa famille, pendant un certain nombre d'années. Puis à un moment, il meurt. Il meurt sous un escalier, et il est sous un voile. Et là, vous avez un serviteur qui arrive et qui enlève le voile et qui voit que Saint Alexis, enfin, est mort. Et en fait, en bas de l'image, vous voyez que vous avez les mains du saint et il a un petit billet là. Et en fait, dans ce billet se trouve le récit de sa vie. Et donc, sa famille va découvrir qu'en fait, ce brave serviteur qu'ils avaient et avec lequel ils se comportaient pas bien, eh bien, c'était leur fils. Voilà, qui les servait humblement, cachés. Et évidemment, ils vont se convertir. Et là, on a du Latour avec toutes les qualités de Latour, même si c'est de la main d'élève, mais on a une flamme absolument splendide, avec de très beaux effets élégants, là. On a un impact de la lumière dans la plume d'autruche ici, qui est très très sentie. En fait, Oui. vous avez vu déjà, par exemple, dans le vêtement de la femme qui assistait Marie dans le premier tableau, ce blanchissement des couleurs par la lumière. Ça, c'est Mm. quelque chose que Latour fait à la perfection et que ses élèves savent reproduire. Vous voyez comment évoluent les couleurs en fonction de leur relation à l'éclairage, jusqu'à une saturation d'éclair par endroit, ici. Ce tableau existe en plusieurs versions, il y en a un à Dublin. Et ça, c'est un tableau, il fait partie, en tout cas, l'un des Saint-Alexis est une œuvre offerte enfin pas offerte, si, offerte par la ville de Lunéville au gouverneur français. Alors, je vais refaire un peu d'histoire. Dans les années 1630, la Lorraine a été impliquée, parce que le duc de Lorraine n'a pas été très très habile, a été impliqué dans la guerre de 30 ans. Et ça va être une période désastreuse pour la Lorraine. La région va être ravagée par les combats. Puis à un moment donné, la France va intervenir
Louis XIII et Richelieu vont prendre Nancy, et les Français vont prendre Lunéville. Et il va y avoir pendant de nombreuses années un gouverneur français à Lunéville. Au passage, il va se passer un événement désastreux, c'est qu'en 1638, les Français doivent quitter Lunéville, euh, et en fait, pour ne pas laisser la ville aux mains de leurs ennemis, eh bien, ils vont brûler la ville de Lunéville. Il va y avoir l'incendie de Lunéville, qui est une chose dramatique parce qu'il est assez vraisemblable que de très nombreuses œuvres de Georges de la Tour ont disparu dans l'incendie de Lunéville. Sa maison a brûlé, son atelier a brûlé aussi, hein. Là, après l'incendie, il a vécu un temps à Nancy, il est allé brièvement à Paris, puis après, il est venu se réinstaller à Lunéville quand sa maison a été reconstruite. Euh, J'en reviens donc à la position française à Lunéville. La ville va être occupée par les Français, après jusqu'à la mort de la Tour, et puis au-delà certainement. Et il y avait un gouverneur français qui s'appelait Monsieur de la Ferté. Et à partir de 1645, Monsieur de la Ferté se fait offrir pour ses étrennes, au début de chaque année, un tableau de Georges de la Tour. Et celui-ci fait partie des tableaux. Alors, pas celui-là, mais l'original, parce qu'on considère ça, c'est une copie de l'original. Ça fait partie des tableaux offerts à Monsieur de la Ferté. Là, c'est un détail magnifique, superbe, d'un peu plus près. Là, j'ai trouvé cette photo sur Internet. La qualité de présence de ce visage et le travail de la lumière. Là, on est dans la dernière salle de l'exposition avec une scène de genre qui, elle aussi, a été extrêmement populaire. Ça, c'est l'original qui vient de Tokyo. On appelle ça le souffleur à la pipe. Il y a plusieurs souffleurs dans la. C'est un sujet, à mon avis, apprécié à l'époque. Je vais vous en montrer deux qui sont dans l'expo. Vous reconnaissez le col d'ailleurs ici. C'est le même col que le serviteur de Saint-Alexis et je pense qu'on le voit encore dans un autre tableau après. Donc en fait, il souffle sur une braise pour après allumer le fût de la pipe. On a de magnifiques effets de lumière. Superbe. Ça, il n'est pas dans l'expo, mais je vous l'ai mis quand même. Il est au musée de Dijon. Cet enfant qui souffle sur une braise aussi pour allumer une lampe qu'il tient là. Dans l'expo, vous avez celui-là avec cette jeune femme. Maintenant, c'est au Louvre à Abu Dhabi. Et puis dans la dernière salle, vous avez quelques œuvres majeures, notamment celle-là, qui est au musée des Beaux-Arts de Nantes. C'est un tableau qui a aussi été offert à Monsieur de la Ferté. Il est daté et signé de 1650, donc c'est important. Alors, vous voyez pas, c'est dans l'obscurité quelque part, je ne sais plus où. Et la première fois que j'ai vu ce tableau à Nantes, franchement, j'ai pas eu envie de rester devant. Il me gênait énormément. Il me gêne énormément à cause du côté rigide des personnages qui étaient là, ce côté poteau stylisé. Regardez même cette anatomie-là, je trouve ça tout à fait étonnant. Et du coup, je n'ai commencé à vraiment le regarder que depuis que l'exposition à Paris est ouverte. Et j'ai commencé à y trouver des beautés, notamment cette femme-là, ce profil, ce travail sur la lumière. Et puis des choses intéressantes, c'est-à-dire le caractère très senti des expressions de celui-là, par exemple, même s'il y a une stylisation, moi, qui me gênait, je le trouve incroyablement présent par son psychologiquement dans la relation à ce qui se passe sur la table, là. Ce côté un peu goguenard. Et lui aussi, lui. Regardez comme il est concerné par l'histoire de Saint-Pierre et de la Servante là-bas au fond. On sent un regard avec très très concerné. Magnifique travail de nature morte sur le métal ici des casques, sur les reflets sur la table. Mais alors, stylisation incroyable. Stylisation, là, de ce bras. Peut-être un peu des mains, quoique. Voilà. C'est un des tableaux de la toute fin de la vie de la tour. Le reniement de Saint-Pierre, il n'est pas le premier à avoir fait des reniements de Saint-Pierre. Alors ça, c'est une chose intéressante. C'est un tableau qui est dans l'exposition dans une autre salle. Ils auraient mieux fait de les mettre côte à côte. C'est un tableau de Adam de Coster, 1625. Mais vous voyez que c'est très très proche. Il est absolument inenvisageable que la tour ait peint
pardon, ce tableau-là sans avoir vu soit celui-là, soit un autre tableau contemporain, parce qu'en fait, c'est une manière de mettre en scène le reniement de Saint-Pierre qui est très fréquente à l'époque, sous le pinceau de gens comme Adam de Coster, qui sont des caravagesques flamands ou hollandais. Ça date de 1625, donc c'est bien avant le travail de Latour. On voit bien ici la flamme cachée, la relation qui est là. Et ici, cette scène de genre, c'est le mélange entre une scène de genre, comme on en a vu au début, avec l'argent sur la table, et une scène religieuse qui est là. Adam de Coster, dans le catalogue de l'exposition de Jacquemart, il y a tout un article qui met en valeur son travail, c'est très intéressant. C'est un très bon peintre, hein, qui a été présent à Paris sur le site de la Foire Saint-Germain. La Foire Saint-Germain, à l'abbaye Saint-Germain, en fait, c'était un endroit où il y avait un marché de l'art important, où venaient des marchands du nord de l'Europe, enfin de Flandre et de Hollande, et la peinture des Caravagesques hollandais y était très présente. Latour a pu parfaitement connaître ces tableaux à Paris, en fréquentant la Foire Saint-Germain, ou des collectionneurs qui avaient acheté des tableaux là. Là, vous avez un tableau de Gerrit von Honthorst. On ne pouvait pas achever la conférence sans avoir évoqué ce personnage, qui est le grand précurseur de l'utilisation de la source de la lumière, en l'occurrence d'une flamme, dans la peinture. Alors, la flamme penche parce qu'on peut supposer qu'il y a un mouvement en cours, hein. Mais vous savez, faites un mouvement avec une flamme, vous verrez, elle ne penche pas longtemps. Mais ça anime le personnage de cette servante qui est en train de se déplacer vers Saint-Pierre. Bon, son surnom, c'est Gérard de la Nuit. Guérit, c'est Gérard. Et il a peint énormément de tableaux. Il est le grand précurseur de l'utilisation de la flamme dans la peinture. Là, c'est à nouveau une des dernières œuvres de Latour qui se trouve en Angleterre aujourd'hui. Effet de stylisation absolument incroyable. Et pourtant très habité, très vrai. Regardez le visage très intérieur, très beau, ici. C'est une tablée de jeunes pages, certainement. Alors, c'est beaucoup plus upper class que le tableau d'avant avec le reniement de Saint-Pierre, hein. On pense que c'est des jeunes officiers avec le chef d'escadron qui est là. Et puis, alors que ici tout est très très stylisé, là vous retrouvez un visage incroyablement précis, très très beau aussi. Donc là on se dit, bah, il y a peut-être plusieurs mains. Il y a peut-être que ça c'est du Latour, peut-être que ça c'est du Étienne de Latour, son fils. On n'a pas parlé des enfants de Latour, il a eu 10 enfants, dont seulement 3 ont vécu. Et parmi eux, il y a Étienne. Étienne qui était peintre. Il y a eu aussi une fille qui a été peintre. Mais Étienne a repris l'atelier après. Il a été anobli. Voilà, c'est lui qui a bénéficié de tout le travail de son père avant lui. Et il a été certainement l'un des principaux collaborateurs de Latour dans les dernières années de la carrière de son père. Voilà. Et peut-être sa main est-elle très présente dans ce tableau-là. Et là, c'est le dernier tableau de l'exposition, qui est d'ailleurs aussi, je crois, le dernier Latour authentique à avoir été retrouvé euh, à la fin du XXe siècle. Très original. C'est un Saint-Sébastien. Non, n'importe quoi. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, merci. Un Saint Jean-Baptiste, étonnamment réel. On dirait un adolescent Très assez jeune. mince, jeune, ouais, très jeune, très intérieur aussi, assez mystérieux comme tableau. En train de donner à manger à un agneau, dont on voit la tête en bas à droite, une espèce d'ovale dans lequel ici les choses s'inscrivent. Clair-obscur, avec des découpages très nets aussi des zones. Ici, une zone, un gros impact de lumière, un gros impact. Ici, c'est un triangle d'une autre couleur. Beaux effets de lumière dans le détail. Écoutez, c'est sur cette dernière œuvre de Latour de l'exposition que nous allons interrompre cette conférence. Je ne peux que vous encourager à aller voir l'exposition, bien sûr. Il nous reste, nous, quelques places en janvier, notamment. Et peut-être aussi sur des séances de novembre, mais il faut vérifier s'il y a eu des désistements. C'est possible. Sinon,
pensez bien qu'en ce moment à Paris, finalement, il y a deux expositions à la Tour. Il y a celle de Jacques Marandré et celle du Louvre, parce que la plupart des Latours du Louvre sont restées au Louvre. Et au Louvre, il y a trois chefs-d'œuvre majeurs. Il y a une nativité magnifique, il y a Saint Joseph et l'Enfant Jésus, et il y a une Madeleine de toute beauté, et il y a une grande scène de genre de jour, un diurne. Parce que là, en fait, dans l'exposition, il n'y a pas les grandes scènes de genre diurnes de la Tour, que sont la diseuse de Bonaventure de New York, le tricheur à l'as de Trèfle qui est quelque part aux États-Unis, mais nous, on a le tricheur à l'as de Carreau qui est au Louvre. Voilà, c'est un bon complément pour une visite de l'exposition La Tour au musée Jacques Marandré. Alors, je vais interrompre l'enregistrement et vous récupérer à l'écran pour vous saluer.